Et si la démocratie, au fond, ne mourrait pas d'un seul coup, mais plutôt petit à petit, par 1000 petites trahisons? C'est un peu la question de départ du texte Renaissance civique, un texte qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, on entre tout de suite dans le dur. Cette citation de Tocqueville, ce n'est pas juste pour faire joli, hein, non, c'est vraiment la clé de voûte de tout le raisonnement. C'est un appel, un véritable appel à ce que l'auteur nomme un armement intellectuel. L'idée, défendre une démocratie qu'il estime menacée. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur ne s'adresse pas à tout le monde. Son appel est très ciblé, il vise deux groupes en particulier. D'un côté, les Gilets jaunes, et de l'autre, les Français musulmans. Alors la question c'est, pourquoi eux spécifiquement? Eh bien, selon le texte, c'est parce qu'ils se retrouveraient au centre des tensions sociales actuelles, ce qui ferait d'eux des cibles, disons, parfaites pour la manipulation politique. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, un petit mot sur les gilets jaunes. Le texte ne les voit pas comme un simple mouvement de protestation, non, pour l'auteur, c'est bien plus que ça. C'est un cri, un véritable cri de colère face à l'injustice économique. Et c'est là qu'on arrive au cœur de l'analyse, à ce que l'auteur appelle le piège. En gros, il va détailler toute une série de stratégies, les stratégies de manipulation qui seraient, selon ses dires, mises en place par des réseaux d'extrême droite. L'objectif, instrumentaliser ces deux communautés. Alors, première tactique de ce fameux piège. Et là, on est sur un grand classique de la manipulation politique, la technique du bouc émissaire. Le mécanisme, d'après le texte, est assez simple, presque mécanique. On prend une colère tout à fait légitime, liée aux difficultés économiques, et on la dévie. Au lieu de s'en prendre aux vraies causes structurelles, on la redirige vers un coupable idéal, une minorité. Et ça amène l'auteur à se poser une question qui est somme toute assez dérangeante. Pourquoi est-ce qu'on s'indigne pour certaines choses et pas pour d'autres? Pourquoi certaines injustices nous font descendre dans la rue alors que d'autres nous laissent de marbre? C'est exactement ce que le texte appelle l'indignation sélective. Pour bien faire comprendre son idée, l'auteur utilise un exemple choc. Il met en opposition les grandes mobilisations, parfois sur des sujets très symboliques, avec un chiffre brut, froid, sur une injustice fondamentale. Et ce chiffre, le voici. En France, toutes les 2,3 minutes, une femme est victime d'une agression sexuelle. Le contraste est saisissant. On arrive maintenant au dernier volet du piège, et c'est peut-être le plus vicieux de tous. Il s'agit de distiller l'idée que, de toute façon, ils sont tous corrompus, que la politique ne sert à rien. Et la conséquence logique de ça, c'est quoi? C'est la paralysie. On se dit à quoi bon, on baisse les bras, on arrête de voter. Résultat, rien ne bouge et le système en place est maintenu. Alors ce mécanisme de détournement, ce piège, l'auteur soutient qu'on en trouve une version adaptée, disons, au sein de la communauté musulmane. La stratégie serait différente dans la forme, mais identique sur le fond. Il s'agirait de pervertir, de subvertir des valeurs religieuses profondes pour les mettre au service d'un agenda politique bien précis. Et pour que ce ne soit pas juste une théorie abstraite, le texte prend un cas d'étude, un cas très concret et évidemment très polémique, celui de Dieudonné. Il est présenté ici comme l'archétype, l'exemple parfait de ce que l'auteur décrit comme une stratégie de sabotage. Bon, avant de continuer, petite pause sur un terme technique, mais qui est essentiel pour comprendre la suite. L'auteur parle d'astroturfing. C'est quoi ce truc? L'image est simple. Pensez à du gazon artificiel. De loin, ça a l'air vrai, mais ça ne l'est pas. En politique, c'est la même chose. On fabrique de toutes pièces un mouvement qui a l'air de venir de la base, d'être spontané, alors qu'en réalité, il est piloté et financé en secret. Concrètement, la source met en avant 3 actions qu'elle qualifie de sabotage pur et simple. D'abord, un sabotage électoral, en créant un parti juste pour piquer des voix à un autre. Ensuite, un sabotage social, en jetant de l'huile sur le feu des divisions communautaires. Et enfin, un sabotage de la confiance, avec une histoire de fausse collecte de fonds. Et ce terme, alia, il est vraiment central ici, parce que l'accusation de l'auteur est très grave. Il établit un lien direct de cause à effet entre certaines provocations médiatiques et un phénomène démographique bien réel, mesurable. En gros, les mots ont des conséquences concrètes. Bon, le tableau dressé jusqu'ici est assez noir, on est d'accord, mais, et c'est là que le texte bascule, l'auteur ne se contente pas de faire un constat. Il propose une sortie, une solution. Un chemin qui mêle à la fois une sorte d'autodéfense intellectuelle et une action politique consciente. Alors, comment on fait pour résister à ça? Le texte propose une sorte de mode d'emploi en 3 étapes. Première étape, développer un réflexe critique. Toujours se demander pourquoi, toujours exiger des preuves. Deuxième étape, la transparence. Suivre l'argent, s'interroger sur qui finance qui a intérêt à quoi. Et troisième étape, peut-être la plus importante, recentrer le débat. Arrêter de se perdre dans des polémiques stériles et se concentrer sur le concret, les salaires, la santé et l'éducation.
Et selon l'auteur, cette stratégie de division n'est pas sans conséquences, notamment sur le plan électoral. L'argument qu'il avance est presque une démonstration mathématique. Regardons ce graphique qui se base sur les élections de 2017 et 2022. L'idée est simple. Si on additionne les scores des différents petits candidats de gauche à celui du candidat principal, Jean-Luc Mélenchon, eh bien le total dépasse la barre de qualification pour le second tour. C'est factuel. Tout ce raisonnement, toutes ces étapes, nous amènent logiquement à la conclusion de l'auteur, à son choix politique final. Pour lui, face à ce diagnostic, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y aurait en fait qu'une seule voie qui soit véritablement cohérente. Le choix est donc présenté de manière très binaire, presque comme une bifurcation. D'un côté, on a le piège, l'abstention, le vote pour des petits partis qui divisent l'électorat, bref, le fatalisme qui maintient le statu quo, et de l'autre, ce que le texte présente comme la solution, un acte de lucidité politique, l'unité pour enfin avoir une chance de briser le cycle. Mais pourquoi ce choix en particulier ? L'argument central de l'auteur, c'est que le programme de la France insoumise serait le seul à faire le lien, à connecter des luttes qui semblent, à première vue, séparées. Par exemple, faire converger la demande de justice sociale des Gilets jaunes avec la lutte contre le racisme. C'est ça qu'il appelle créer des solidarités croisées. Et toute cette analyse se termine par une citation, une idée simple mais puissante, tout par des mots. Quand les mots sont vidés de leur sens, c'est la liberté elle-même qui est menacée. Redonner leur vrai sens aux mots serait donc la première étape pour reconquérir notre liberté. Et la question finale que ce texte nous renvoie, finalement, c'est peut-être ça. Aujourd'hui, dans nos propres vies, quels sont les mots importants dont on a laissé le sens s'éroder ?